soirée de notre cycle Come è cambiata l'Italia. On a déjà eu un premier volet consacré au système politique. Ce soir, on va parler de la société italienne, comment la société italienne a changé entre 1948 et aujourd'hui. Alors on peut partir effectivement avec ce court extrait, c'est 3 minutes sur l'Italie tout de suite de l'après-guerre. Guido Kainz, un italien, et puis Valentina va le traduire. È difficile cogliere aspetti che siano rimasti uguali, siamo a 2 mondi di distanza dall'Italia degli anni 40, nel senso che quella era un'Italia ancora prevalentemente rurale e poi venuta dopo un'Italia industriale, ora stiamo vivendo dagli anni 80 in poi un'Italia successiva, la chiamiamo post-industriale. Guido Kainz nous parlait d'un témoignage d'un politique du Parti communiste, Miriam Maffay, voilà, qui parle de sa campagne en 1948 dans des tout petits villages. Et il raconte que sa campagne était annoncée par un crieur public qui allait dans les rues interpeller les gens. Il se trouvait finalement que face à des hommes parce que les femmes restaient à la maison. Et ces hommes venaient lui parler, mais il n'arrivait pas du tout à comprendre ce qu'ils lui disaient parce qu'ils parlaient dans leur dialecte. Alors il a dit, mais si je ne comprends pas ce qu'ils me disent, comment vont-ils faire eux pour comprendre ce que je vais leur dire? Sur cette question des langues, les Italiens ne se comprennent pas entre eux. En Italie, il y avait une forte diffusion des dialectes. Et donc, c'était assez difficile, surtout pour les gens du peuple, de comprendre ce que disaient en général les intellectuels. Il y avait une diffusion de l'analphabétisme très grave, donc les gens ne pouvaient pas lire l'italien, par exemple. On sort de la guerre, on a assez vite la télévision. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu un phénomène d'unification de cette langue? Les gens continuent aujourd'hui aussi à parler dialecte. Par exemple, dans le milieu familial, dans le milieu quotidien, on pourrait dire. Mais en tout cas, ils comprennent très bien la langue nationale. Après la guerre, l'Italie doit se reconstruire. Pour se reconstruire, elle doit refaire ses infrastructures, elle doit faire un énorme effort d'investissement, et puis il y a le plan Marshall évidemment qui va être très important pour permettre à l'Italie de se développer. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là dans la société italienne? Quels ont été les effets de cette reconstruction? On est devenu un peu riche, on est devenu démocrate. Hein? La démocratie et l'industrialisation, et ça a fait une chose assez particulière de l'histoire italienne. On a eu en même temps l'industrialisation du pays et la démocratie. C'est-à-dire que tous les 5 années, l'industrialisation était mise au voile. On devait voir, et comme il y avait un parti d'opposition très particulier qui était le Parti communiste, ça a posé des problèmes très importants à la leadership politique du pays. Parce qu'on devait gagner l'élection. Les partis du gouvernement, c'est-à-dire les démocrates chrétiens, devaient à tout prix gagner les élections, pas que les partis communistes, pour des raisons internationales, la guerre froide, etc., ne pouvaient pas gagner. Pourtant, on s'approche d'une période qui s'appelle le boom économique. Ah oui, on a réussi un grand développement économique parce que l'Italie a pu exploiter des facteurs fondamentaux, l'énergie, le prix de l'énergie, du pétrole très vaste, et puis le coût du travail très basse. Et puis l'argent, qui est l'immigration italienne très forte en Europe et en Australie surtout, les immigrés envoyaient de l'argent qui était très très important pour la balance des paiements. Alors, sur ce boom économique et sur le développement qui a changé profondément la société italienne, on en parlait tout à l'heure, Pasolini était très critique. Alors, il a parlé d'une modernisation sans progrès. Le discours de Pasolini, c'est un discours qui concerne les années 70, comme je disais.
C'est le discours, oui, c'est le discours d'un intellectuel devant le progrès. C'est le discours que tous les intellectuels européens ont fait depuis le 19e siècle, devant le progrès. Les intellectuels n'aiment pas le progrès économique, parce que le progrès économique est toujours contre, toujours détruit les choses auxquelles les intellectuels sont particulièrement liés, c'est-à-dire les choses anciennes, les choses belles, les passés. On va faire un saut spectaculaire pour arriver al 68. On était avec les intellectuels. Arrive en Italie, 68, ce qui n'est pas mai 68, mais qui est il 68, ça serait 68, mais en fait c'est pas 68, ça va durer 10 ans. 10 ans de stabilisation de la société, déstabilisation du pays, déstabilisation ou mise en danger même des institutions. Ça a été une période charnière dans cette après-guerre. Une période des années 50, commencement des années 60, on est devenu riche, et puis, dans les périodes suivantes, on est devenu moderne. Le 68 a été la clé de la modernité italienne, de la diffusion des valeurs modernes, de l'individualisme. En Italie, ces années-là ont aussi été les années di piombo, les années de plomb. Vous avez une thèse, je crois... Pas seulement en Italie, en Allemagne aussi. La différence, c'est qu'en Allemagne, on pouvait utiliser des moyens de répression qu'on ne pouvait pas utiliser en Italie. En Italie, pour des raisons politiques tout à fait particulières, les partis de gauche, on peut dire les partis communistes surtout, a été, dans certains sens, obligés à protéger tous les mouvements qui se passaient dans le pays. Les bons, les mauvais, tout ce qui était agitation. Est-ce qu'il y a dans la société italienne un fond de violence? Oui. On le sait bien. Parce qu'il n'y a pas eu l'État. Dans l'histoire italienne, l'État était toujours très faible. Et donc, le pouvoir de répression de l'État était très faible, comme un peu dans tous les pays de la zone méditerranéenne. Peut-être qu'il y a aussi des raisons un peu plus particulières. Par exemple, je pense que c'est tout à fait une chose commune à la zone méditerranéenne. La force de la famille, de la dimension des liens particuliers. Hein. Cette force de la famille a résisté à la modernité et à l'évolution, justement, du post-68 et aussi du droit de la famille qui a quand même un peu bougé. Non, je crois que je me souviens de ce qu'était la famille italienne avant les 68. Et je vois ce que la famille italienne est aujourd'hui. Ce sont des choses tout à fait complètement différentes, au sud, au nord, partout dans le pays. Parlons des femmes, alors justement, la condition féminine en Italie, sujet inépuisable et toujours passionnant. Je ne sais pas si je suis une homme, je peux parler de femmes. En tout cas, vous permettez de parler de femmes. Surtout parce que les hommes ont tout à fait accompagné aussi, quand même. Peut-être qu'ils ont été un peu forcés dans les années 60. En 68, ça a été assez violent quand même, la révolte des femmes. Ça a été même très agressif, beaucoup plus qu'en France. Et ce qui est bien normal quand on vient de plus loin. Les groupes féministes, elles voulaient tout. Comme toujours, les groupes d'avant-garde. Elles voulaient tout, elles ont obtenu beaucoup, assez. Oui, assez, parce qu'elles ont obtenu une parité, une parité légale de droit absolu. Ce n'était pas la situation des années 50-60. Elles ont obtenu une parité absolue, et donc
Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Si, moi je vais vous le dire. C'est le problème, c'est le taux. Peut-être, madame, après, on va vous voudrez dire quelque chose à propos. Hein? Le taux d'emploi des femmes en Italie reste quand même encore très bas. Le taux d'emploi des femmes en Italie reste beaucoup plus bas que dans les pays du Nord. Le taux d'emploi, oui, vous avez raison. Le taux d'emploi et le taux de salaire aussi. Il y a à peu près, je crois, 25% de moins pour les salaires. Pourquoi les femmes italiennes sont-elles aussi peu nombreuses à travailler? Je pense que, dans une certaine mesure, ça dépend d'un choix personnel. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est un choix personnel et d'un choix obligé par la situation, surtout des assistances aux enfants, qui est très déficitaire en Italie. Je voudrais, si vous me le permettez, juste ajouter quand même 2 éléments à ce que vous dites. Le premier, c'est que le droit du travail en Italie est absolument exceptionnel et pour la protection du congé de maternité. Une femme qui travaille peut prendre jusqu'à 2 ans de congé de maternité et à la suite de ces 2 ans, elle a le droit à réintégrer son poste. Alors beaucoup d'employeurs expliquent que dans ces conditions, ils préfèrent éviter d'en prendre une femme dans un contrat à durée indéterminée. Et ça, maintenant, c'est un problème de contrat de travail indéterminé, c'est un problème qui concerne oui, c'est très marginal, ça devient marginal, le contrat de travail est indéterminé, c'est vrai. L'autre chose, c'est effectivement les structures d'assistance aux femmes qui travaillent et qui ont des enfants, et c'est là où les grands-parents deviennent fondamentaux en Italie, puisque l'État ne donne pas grand-chose. Ça, c'est une raison de la permanence de la famille. La famille est devenue un instrument de l'assistance sociale. Je crois que la dette publique, la croissance de la dette publique a été le prix que l'Italie a payé à la démocratie. C'est-à-dire un pays qui n'avait pas une tradition démocratique, qui n'avait pas un sens civique, un sentiment civique très développé. Dans ces pays-là, les partis politiques ont été obligés, dans certaines mesures, à payer pour le consensus démocratique, pour le consensus politique. Les 90% des lois de dépenses ont été votées ensemble par les communistes et les démocrates chrétiens. Les 90%, c'est-à-dire la totalité, on peut dire. C'est ce phénomène de la dépense publique pour appeler maintenir ce que vous appelez le consenso politico, je trouve que c'est une manière très noble d'en parler. Moi, je dis que c'est la réponse aux électeurs. C'est de la démagogie pure et simple. Mais bon, c'est le problème de l'éducation politique. Parce que si vous avez des électeurs qui demandent ça, c'est très difficile pour des hommes politiques qui doivent gagner les élections, nier aux électeurs dont le vote dépend de leur élection, nier ce qu'ils demandent. Et les hommes politiques ne sont pas les pédagogues des électeurs, ne peuvent pas être les pédagogues des électeurs. Les partis communistes, qui étaient pour beaucoup des aspects, étaient un parti pédagogue, lui aussi, il devait céder à la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Italiens qui croyaient en la politique et qui avaient des confiances, aujourd'hui, en tout cas la jeunesse s'en détourne beaucoup, on constate qu'il est très difficile d'amener les jeunes aux urnes. Après la destruction du système politique par les enquêtes judiciaires de 82-83 manipulées, la société italienne n'a plus créé des idées politiques, des visions politiques, des partis politiques, des mouvements politiques à l'auteur de on pourrait dire, à l'auteur de la situation, de la tradition italienne aussi. Comme s'il y a eu un procès de stérilisation intellectuelle, oui.
du pays. On a parlé beaucoup de différents changements. Qu'est-ce qu'est l'élément de continuité entre l'Italie de 1948 et l'Italie d'aujourd'hui? Quels sont les éléments, par contre, qui unissent encore ces deux Italies? C'est un problème. Je ne suis pas prêt à répondre, je crois. Je suis en difficulté à donner une réponse. L'Église. Parce que oui, l'Église a été effacée. L'Église ne compte presque plus rien en Italie. Moi, je vois des choses. Par exemple, Avec un regard d'adoption. Le lien à la terre est quand même, même s'il est souvent littéraire, parce qu'il est très difficile encore pour tous ces personnes urbanisées de garder le lien à la terre, mais il est présent, il est très présent. Et si je regarde les chiffres, moi ce qui me frappe, et c'est ça, et c'est une spécificité vraiment italienne, c'est que l'europhilie des Italiens était extrêmement importante et beaucoup plus marquée que dans les autres pays pendant très longtemps. Et puis tout d'un coup, elle s'est effritée et elle est arrivée à une... C'est quoi? L'eurofilia degli italiani era molto molto alta, poi invece negli ultimi anni, è una cosa abbastanza recente, c'est récent, que les Italiens se sont éloignés de l'Europe. Et si on regarde à peu près les sondages Eurobaromètre qui donnent des chiffres, on constate que la désaffection des Italiens à l'égard de l'Europe commence sérieusement, effectivement, avec les problèmes économiques et avec la crise économique. Et alors après, quand les Grecs ont eu effectivement leurs 2 années noires, où on voyait des scènes à la télévision de gens qui n'avaient plus d'argent pour se soigner, de retraités qui n'avaient plus leur retraite. Là, les Italiens se sont dit, c'est très simple, c'est nous les prochains. Et effectivement, les chiffres de nouveau d'Eurobaromètre constatent qu'à ce moment-là, plouf, ça plonge dans le rapport à l'Europe. Oui, je suis d'accord. Le commencement de la désaffection a été pour les règles budgétaires imposées par l'Europe. Et puis par l'usage et la soumetterisation que de ces règles budgétaires a été fait par les acteurs politiques italiens. Mais je crois que dans l'imaginaire, le problème de l'immigration a été, à raison ou à tort, je ne sais pas, en tout cas l'isolement, la solitude italienne. Là on est d'accord, tout à fait. Je vous remercie, je remercie Ernesto Galli de la Loggia, Andrea. Je remercie Valentina pour la traduction, je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi Guido Franz qui a quand même essayé d'être avec nous. Merci beaucoup.